je vois par exemple l'usage qu'il y en a sur TikTok, là, des auto-editing en IA. Mmh. Ça reste quand même très normé. Et si on veut faire un truc qui rassemble plus à une œuvre, donc à quelque chose qui, même quand c'est mainstream, doit être un petit peu singulier, il y a quelqu'un qui doit repasser derrière. Donc on est encore dans cette logique de qui repasse, qui relit, qui corrige, pas dans le sens où l'IA fait des erreurs, mais dans le sens où l'IA ne sait pas dans quelle direction faire. Donc il y a besoin de contexte. Et souvent le contexte, on l'a pas a priori, donc il faut qu'on le mette a posteriori, donc il faut qu'on ajuste ce qui est fait. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social media et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview de Sébastien Charby, directeur général de Troisième Œil Story, société de production spécialisée dans la fiction qui fait partie du groupe Media One. Bonne écoute. D'ailleurs, sur les outils, ça fait une petite question sur les outils que vous êtes à même d'utiliser. Est-ce que vous utilisez plutôt des outils sur étagère ou est-ce que c'est des outils qui vont être un peu modulaires sur lesquels vous allez peut-être aussi pouvoir faire, vos propres réglages, vos propres adaptations ? Comment est-ce que ça se présente ? Nous, la gestion, alors après, il y a différents stades. Par exemple, dans tout ce qui est la prospection de sujets Mm. ou même le développement, mais les premières itérations de développement, nous, on fonctionne beaucoup avec l'IA agentique aujourd'hui, qui nous permet quand même de réfléchir de manière un peu paramétrée par rapport à plein d'éléments qui nous sont propres. Et en ça, voilà, ça reste plutôt sur mesure. Et voilà. Après, aujourd'hui, quand on génère des projets, quand on va générer par exemple de la vidéo ou des séquences en IA, on est encore une fois, le sentiment qu'on a à date, c'est il faut travailler sur la combinaison entre le fully generated et le reste. Et donc ça nécessite forcément une phase de couture un peu plus fine qui ressemble quand même à du prêt-à-porter qu'on transforme en sur-mesure, quoi. D'accord. Ouais, effectivement. Donc il y a toute cette phase d'adaptation et effectivement, c'est vrai qu'on est dans un foisonnement d'outils là. Au moment où on enregistre, voilà, on a eu l'arrivée de Sora 2 il y a quelques jours qui révolutionne plutôt le secteur. D'ailleurs, vous, à titre perso, j'imagine que voilà, vous bêta-testez aussi un petit peu ces outils, vous les regardez. Comment est-ce que vous les jugez, par exemple, ces nouveaux générateurs de vidéos? Quand j'entends nouveaux générateurs de vidéos, je vais penser par exemple à VO3 il y a quelques mois, à Sora 2 qui sont maintenant des modèles, si on les explique en 2 secondes, qui génèrent à la fois de la vidéo mais à la fois l'ensemble de l'environnement sonore d'une manière assez réaliste. Comment est-ce que vous les jugez, vous, quand vous les voyez et vous les testez? Hyper convaincant. Après, dans les tests, c'est quand même défini dans un certain environnement. Je pense principalement pour des raisons juridiques, hein, pour eux, parce qu'ils ont besoin de se baquer là-dessus et qu'ils savent à quoi ils s'exposent. Et donc, bah, c'est comme tout, une fois qu'une voiture peut rouler à 300 km/h, la question c'est à combien on peut rouler sur telle route, hein. Donc, Sora, on peut possiblement faire à peu près tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut aujourd'hui? Le sujet, il va se poser maintenant. Donc, moi, j'ai pas une approche technique parce que je vois la vitesse à laquelle ça évolue et la question de substituer notre capacité à filmer des images ou à les générer à horizon court ou moyen, enfin moyen ou court terme, c'est plus un sujet pour moi. Mais en revanche, qui va accepter de livrer ces données, là-dedans, ça va être un sujet assez clé. Et ça va être un sujet d'autant plus clé qu'à un moment, quand on sort une vidéo, c'est super parce que c'est les premières de Sora. Mais une fois qu'on peut générer 250 vidéos par jour, lesquelles on regarde? Mm. Bah, celles avec lesquelles on a un affect particulier, celles sur lesquelles il y a des gens qui se sont impliqués, celles sur lesquelles on a réussi à faire les 10%, comme toujours dans notre secteur, qui vont permettre d'émerger. Et il y aura probablement une forme d'humanisation là-dessus, parce que la question, c'est pas de générer des vidéos, la question, c'est de faire rencontrer des histoires avec un public. Bon, bah, voilà. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une technique qui avance un peu plus vite que finalement un besoin derrière. C'est-à-dire qu'on va se mettre à
produire à déraison finalement pour une consommation qui ne va pas suivre. Et en tout cas, ça va peut-être amener aussi à du contenu assez déceptif. D'ailleurs, là, je rebondis aussi sur Sora 2. On a lu aussi qu'il y avait aussi une particularité en termes de droits d'auteur, de droits d'auteur plutôt de données d'entraînement. C'est-à-dire que Sora 2, tel que ça a été expliqué, s'entraîne de base sur des données copyrightées. Et il faut que ce soit les ayants droit qui désormais fassent des opt-out pour demander le retrait. Ce sujet-là, effectivement, on en parlait tout à l'heure sur les données, la maîtrise de ces données. Comment est-ce que, pareil, on a commencé à l'évoquer, mais comment est-ce que ça s'est traité chez vous? Comment est-ce que vous le voyez évoluer, et notamment avec cette dernière actualité sur Sora? Je le vois évoluer à deux niveaux. Un, c'est toujours la même chose avec les boîtes de la Silicon Valley. Ils commencent par nous montrer tout ce qu'il y a de brillant à faire. Et après, on commence à lire les petites lignes des conséquences dans lesquelles on va s'enfermer et tout ça. Sauf que c'est exactement le même modèle que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend bien compte que le produit, bah, c'est nous. On entraîne, voilà. Et donc ça, je pense que ça a été vraiment processé dans les agences de talent. Je pense que tout le monde le comprend et que le côté on peut faire des trucs incroyables à condition qu'on cède ce qui a de la valeur, c'est-à-dire de la donnée non synthétique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le sujet chez les boîtes d'IA, hein, c'est de capter de la donnée non synthétique. Et ben j'ai l'impression que dans le grand public c'est pas encore complètement entendu, parce qu'il y a un truc fascinant, les gens qui passent 6 heures à discuter avec des IA sans se rendre compte de à quelle mesure ils entraînent les IA, c'est assez fascinant. Je pense que dans les boîtes, c'est un peu plus processé, dans le cadre où on travaille avec des IA qui sont encore une fois peut-être moins performantes, mais sur lesquelles on a de la lisibilité sur quelles données sont captées, pour quel usage. Et quand on consomme les données des autres, on est aussi conscient de ce que ça peut nous coûter possiblement. Je pense que professionnellement, il y a quand même quelque chose où la vague des réseaux sociaux étant passée là-dessus, la question de la gestion des données étant passée là-dessus, on n'est plus aussi naïf. Après, je fais confiance au marketing de la Silicon Valley pour nous faire croire que c'est absolument indispensable voilà, mais encore une fois, il n'y a pas quelque chose de technophobe dans mon propos, hein. Il y a juste un truc de rapport de force parce que aujourd'hui, ces outils-là, on les entraîne. Il n'y a aucun outil européen. À la fin, on va tous se faire peur à jouer à est-ce que ça peut nous remplacer, tout ça. La vraie question, elle est qui capte quelle valeur et en échange de quoi? Et aujourd'hui, ils captent toute la valeur en échange de rien. Ouais, c'est ça. Effectivement, je trouve que le parallèle avec les réseaux sociaux est assez pertinent. On voit, hein, quand les réseaux sociaux sont apparus, ils ont capté plein d'infos que tout le monde leur donnait comme ça, assez gratuitement, d'ailleurs gratuitement. Et on voit maintenant ce que ça a pu devenir. Media One, c'est un gros groupe avec un volume de production qui est assez important. Est-ce que on va dire cette taille, dans votre rapport avec effectivement ces boîtes qui fournissent des outils d'IA générative, alors ça ne vous donne pas des droits supplémentaires, mais est-ce que sur l'évolution de ces outils, ça vous donne, vous pouvez être consulté, ou en tout cas ça vous donne je sais pas, un poids différent, en tout cas une approche différente auprès de ces acteurs-là sur l'évolution de ces outils, sachant que vous arrivez quand même avec, comme on disait, avec du contenu de masse qui peut largement les intéresser pour nourrir leurs propres outils. Alors, énorme élément de contexte et Oui. warning. Moi, je ne dirige que Troisième Œil Non, Story, bien sûr. c'est-à-dire que Ouais. je fais partie de Media One, mais ça c'est presque des décisions top management de Media One et je ne vais pas m'y substituer. En revanche, en tant que membre de Ouais. Media One, on voit dans l'usage qu'on a des outils qui sont aussi paramétrés pour nous avec une certaine forme de sécurité. Et c'est des échanges qu'on a avec notamment Marion Gazo chez nous qui gère toute la partie IA. Et c'est vrai qu'il y a probablement un peu plus de levier qu'ailleurs. Après, de l'extérieur, on va se dire qu'il y a un peu plus de levier qu'ailleurs, mais même si Media One c'est gros, si on compare à OpenAI, on Bien sûr. reste un moucheron sur un pare-brise, hein. Bien sûr. Non, mais c'était sur le côté, c'était le fond de ma question, c'était ça sur des petits ajustements à la marge, sachant que voilà, vous êtes un gros producteur et puis que potentiellement vous pouvez avoir un usage relativement important. Ça, voilà, vous avez peut-être aussi Ouais, une mais manière d'amender un petit peu ces outils. juste pour que vous compreniez qu'il n'y ait pas une manière de dire non mais moi j'ai un peu peur de ce que je vais dire et tout ça, mon point il est plus que à la hauteur de Troisième Œil Story ou à la hauteur de Plan B, et ces deux structures qui appartiennent à Ouais, MediaOne, on va pas avoir les mêmes enjeux, quoi. Mm. Donc on va pas en avoir les mêmes usages, on va pas prendre les mêmes précautions et tout ça. Donc c'est aussi que comme c'est un grand groupe,
il y a des usages, il y a des impacts, il y a des précautions qui sont à différents niveaux aussi, de par les conséquences que ça a pour chacune des structures. Ok, j'entends bien. Euh, Tout à l'heure, on disait effectivement, il y a de la production, il y a de la production de fiction, au-delà de la fiction, on va dire patrimoniale, il y a d'autres œuvres de fiction que vous produisez, et il y a aussi un enjeu de distribution, et puis de distribution à l'international. Sur ce sujet-là aussi, l'IA peut être une solution, en tout cas peut être un outil pour permettre une meilleure distribution, une meilleure valorisation aussi de ces œuvres sur les différents marchés locaux. Sur ce thème-là, comment est-ce que ça se présente de votre côté? Alors ça, moi j'ai très peu de visibilité là-dessus, il D'accord. faudrait que vous en parliez avec la Rights. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la question de la distribution, elle est de la valorisation des contenus dans une hyper-offre qui pose question, et puis avec des plateformes qui sont des acteurs internationaux qui capent les droits du coup sur tous les territoires. Donc à mon avis, le sujet sur la distribution, peut-être que la SACD aurait un autre regard, ou pour tout ce qui est la collecte des droits, et c'est plus à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a des outils DA qui pourraient être utiles. Nous, dans notre cas, on a des interlocuteurs qui sont de plus en plus internationaux, donc l'IA a moins son mot à dire que les accords globaux qu'on peut nouer avec des acteurs qui sont présents sur tous les territoires. Ok. Et sur les œuvres en particulier, sur, on va dire, les sujets, par exemple, de traduction, de version internationale, etc., c'est déjà des choses que vous utilisez, que vous testez, sur lesquelles vous Oui, êtes un peu oui, en mode bac à sable. Non, alors pareil, c'est pas moi qui suis en première ligne D'accord. là-dessus, mais il y a des sujets évidemment sur tout ce qui est dubbing et tout ça, c'est forcément plus simple et on va gagner du temps, mais je pense que à ce stade, ces revenus-là, enfin ces coûts-là, sont pas suffisamment significatifs pour ce qu'il y a en face pour que ça devienne un sujet absolument primordial et tout ça. Donc c'est possiblement une source comment dire, d'économie, Hmm, mais on sait ce que ça dit sur l'économie du doublage, qui sont en plus en général des comédiens avec lesquels on travaille par ailleurs. Donc il y a un petit peu à gagner et possiblement beaucoup à perdre. Donc c'est un arbitrage, je pense, qui se fait, mais qui n'est pas, même pas prioritaire dans la distribution. Aujourd'hui, la question, c'est la bonne distribution des contenus aux bons endroits sur les bonnes chaînes. Et pour le moment, j'ai pas vu passer d'IA qui gère ça, quoi. d'accord. Si on revient un petit peu sur les métiers dans la fiction, si on va plutôt du côté du workflow, on a parlé pas mal du côté effectivement scénarisation, développement, etc. Si on ouvre un petit peu le capot côté workflow, côté post-prod et de ces sujets-là, c'est des opportunités, déjà des actions concrètes, déjà des processus qui sont, on parlait tout à l'heure d'automatisation. Est-ce qu'il y a déjà qu'est-ce qui est déjà mis en place du côté de Troisième Œil à ce niveau? Bah, pour le moment, on en est au stade de, il n'y a pas de métiers, d'étapes qui ont été disruptés, substitués. Hmm, Je sais pas du tout si ce sera pas le cas, hein. Franchement, d'accord. là-dessus, ça me dépasse largement, mais c'est une question, hein. Parce que peut-être que sur l'editing, il y a des choses à faire. Nous, à date, sur l'editing, sur le montage, pardon, on n'est pas dans une substitution par l'IA. Il y a peut-être des outils qui vont nous permettre de le faire et tout, mais je vois par exemple l'usage qu'il y en a sur TikTok, là, des auto-editing en IA. Hmm, Ça reste quand même très normé. Et si on veut faire un truc qui rassemble plus à une œuvre, donc à quelque chose qui, même quand c'est mainstream, doit être un petit peu singulier, il y a quelqu'un qui doit repasser derrière. Donc on est encore dans cette logique de qui repasse, qui relit, qui corrige, pas dans le sens où l'IA fait des erreurs, mais dans le sens où l'IA ne sait pas dans quelle direction faire. Donc il y a besoin de contexte. Et souvent le contexte, on l'a pas a priori, donc il faut qu'on le mette a posteriori, donc il faut qu'on ajuste ce qui est fait. Donc voilà, mais c'est vrai que sur des séquences un peu basiques, on se dit que légitimement on doit pouvoir gagner du temps. Et le but de gagner du temps, pour moi, parce que la tentation c'est toujours la même chose, c'est de réduire les coûts et qu'à la fin on finisse par se dire ben, on fabrique pour plus rien. Et il y a deux manières de faire des économies, hein. Il y a avec faire la même chose avec moins d'argent, ou avec le même argent faire plus de choses. Moi je suis plutôt de la deuxième école. d'accord. Arriver à en faire plus.
Donc on peut considérer... Mieux en tout cas, et donc qui est mieux valorisé, parce qu'un des sujets sur la fiction française typiquement, et ce qui est une formidable opportunité sur l'IA, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller challenger des productions américaines qui avaient un espèce de filet de sécurité dû aux capitaux qu'ils pouvaient investir parce qu'ils avaient un marché mondial. Aujourd'hui, il y a certains coûts qui tombent là-dessus, et pour nous, en France, et je le répète partout, c'est une formidable opportunité pour les plus petits marchés d'aller challenger les plus gros. Concrètement, c'est quoi ces coûts qui tombent grâce à ces technos pour qu'on soit dans le très concret? Je vous dis, c'est raccourcir les temps de développement. Enfin, quand on raccourcit les temps de développement, pour être un peu bête et méchant, si on met 6 mois à développer un texte ou si on met 15 jours, les gens, on va gagner 5 mois et demi de salaire qu'on peut affecter sur les mêmes personnes, mais en se disant, du coup, on va livrer les textes plus vite et on va peut-être les produire plus vite. Ou à l'inverse, on va possiblement se dire, tiens, sur cette séquence-là, comment est-ce qu'on travaille pour la rendre produisible en France? Parce que on a quand même eu l'habitude en France d'écrire des scènes avec des hélicoptères et puis de finir par tourner des scènes assis à une table. Et aujourd'hui, on se dit non, en fait, c'est faisable les scènes avec les hélicoptères. Maintenant, réfléchissons à comment on le fait et le temps qu'on gagne sur l'écriture, on ne le perd pas à faire rentrer un texte improduisible dans un budget qui est français. On passe notre temps à se dire, en fait, avec le budget, on peut le faire. Comment est-ce qu'on le fait? D'accord. Ok, ouais. Effectivement, donc finalement, quand on se pose la question, est-ce que l'IA va augmenter la qualité de fiction à budget constant? La réponse est oui. La mienne, en tout cas, je suis Voilà. sûr qu'il y en a d'autres qui auraient une autre lecture. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Sébastien Charby. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquates. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.